Avant, j'étais quelqu'un qui dit que non, aucune, pas de CFA, uniquement Bitcoin. Faut un peu. Mais lorsque on grandit dans cette chemin, on comprend que beaucoup de personnes s'en foutent de Bitcoin. Je dis que utilise le Bitcoin et le CFA en même temps. Tu n'as rien à perdre. Tu as beaucoup plus à perdre si tu utilises que le CFA. Ouais. Ouais. Donc, et de là, maintenant, beaucoup de personnes commencent à comprendre. Et quand je dis qu'utilise le Bitcoin, ce n'est pas peut-être pour nécessairement faire des transactions. Tu pourrais juste te dire que chaque mois, à partir du mois prochain, à partir du semaine prochaine, je vais commencer à acheter des Bitcoins de 20 000 francs CFA. Mais le message que je voudrais passer en disant que le Bitcoin, quand Satoshi créait le Bitcoin, c'est comme s'il avait l'Afrique en tête, c'est que il redonne cette liberté que les Africains ont perdue de façon inconsciente. C'est aussi c'est un autre grand frein de l'adoption, c'est aussi les arnaques, tu vois. Et Ouais. les arnaques, c'est de deux côtés. Les arnaques réussissent en Afrique parce que, un, les gens ne sont pas éduqués. De deux, les gens veulent faire de l'argent vite. Il faudrait que les bitcoiners comprennent que beaucoup de gens s'en foutent de Bitcoin. Beaucoup de gens ne font pas Ouais, rien. c'est un peu difficile, hein. C'est difficile quand tu es à fond dans Bitcoin Et de te dire qu'il y en a qui s'en lorsque foutent. comme un bitcoiner, tu arrives à comprendre, tu vas mieux tenir ton discours pour C'est vrai. passer ton message. Et c'est parti. Bonjour Nzonda, comment vas-tu? Je vais très bien. Et comment vas-tu ici? Moi aussi, ça va très bien. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur mon plateau. Il y a une tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte sa rencontre avec Bitcoin. Donc, vas-y, dis-nous comment tu es rentré en contact de cet objet curieux qu'est Bitcoin. Je suis toujours très content qu'on me demande cette question parce que ça me permet toujours de rentrer dans l'histoire qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et j'ai rencontré le Bitcoin en 2017. Oui, mais avant ça, j'avais entendu parler du Bitcoin en 2013 dans un journal de CNN, mais ça m'a rien dit autant là. C'est en 2000, entre 2013 et 2017, j'étais consultant marketing digital, donc j'ai aidé les entreprises à être avant de la position en ligne et tout ça. Et entre-temps, il y avait beaucoup de soucis de transfert d'argent parce que je travaillais en ce moment avec quelques personnes, quelques individus à l'étranger et aussi certaines entreprises à l'étranger. Donc, du coup, il y avait ce problème de transfert d'argent. Et c'est vrai que bien avant ça, j'avais commencé à m'intéresser sur la question du CFA, mais ça m'a interpellé de façon personnelle parce que tout ça touchait mes revenus, ce qui me revenait et tout. Et je me demandais beaucoup de questions, comment résoudre ce problème. Et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, pas forcément pour parler à la solution immédiate, mais de comprendre pourquoi, rester au Cameroun, on ne peut pas faire peut-être des paiements par PayPal, recevoir des paiements par PayPal et beaucoup d'autres choses. Donc, les paiements digitaux, c'était vraiment désastreux en ce moment. Donc, pour que quelqu'un t'envoie de l'argent, il doit passer par Western Union, MoneyGram, les frais, avant que l'argent arrive chez toi. Ce n'est plus la même valeur. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Et quand je faisais les recherches, c'est là où j'ai commencé à beaucoup m'intéresser sur la question, sur le sujet CFA. J'ai compris pourquoi on ne peut pas, à cause des restrictions qui ont été mises par la France et tout. En 2017, maintenant, j'ai eu l'opportunité de, d'avoir un ami m'expliquer comment je pourrais recevoir de l'argent sans toutefois passer par la banque et il m'a parlé du Bitcoin. En ce moment, je me dis, Bitcoin, ah,
je suis de nature quelqu'un qui est curieux. Donc, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. Je lui ai dit que je vais faire des recherches là-dessus. J'ai tapé quelques recherches et j'étais très, très ému par cette merveille. Je vais appeler ça comme ça. Mais je ne comprenais pas encore à fond. Donc, j'avais lu quelques trucs et j'ai un peu tâtonné avec Coinbase le temps là. Et 2 semaines après, j'ai décidé d'investir parce que j'avais cette notion que si j'investis mon argent en Bitcoin en 2017, peut-être 10 ans, je serais peut-être milliardaire, quoi. En 2017, 2 semaines après que j'ai entendu parler du Bitcoin, j'ai fait quelques recherches là-dessus. J'ai voulu investir. J'ai investi $300 et malheureusement pour moi, j'ai été arnaqué. Donc, oui. Et Hmm. j'ai été arnaqué comment? Quelqu'un a dû créer un clone, donc le double du site Coinbase en ce moment-là. Ah mince, Et ah ouais. il a fait exactement la même chose. Ouais, c'était un travail merveilleux. Je lui donne les mains jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est après que j'ai fait encore plus de recherches en profondeur parce que j'ai attendu 1 mois, 2 mois comme ça. Je ne voyais rien. Il n'y avait rien du tout et le site avait disparu. Donc, Ah après ouais. ça, je me suis dit que je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu, parce en 2017, $300, c'était énorme. J'ai perdu cette grosse somme d'argent dans une technologie que je n'ai pas maîtrisée. Et puis encore, beaucoup de personnes à côté de moi ne maîtrisaient pas cette technologie. Donc c'est comme si c'était un peu trop bête. J'ai voulu montrer que peut-être, j'ai la sagesse de la chose, mais je ne connais rien. Et mon environnement était hyper négatif face à des décisions que j'avais faites. Donc, deuxième question que je me suis demandé, c'est je lâche ou bien je continue l'aventure. Après quelques semaines, je me suis dit que je ne perds rien. Si beaucoup de gens sont en train de parler de cette technologie, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Je ne perds rien de prendre quelques temps chaque jour et de l'apprendre. Et du coup, j'ai décidé dès ce jour-là, chaque jour, je mettais 1 heure 30 de côté. J'étais sur des vidéos YouTube, sur des livres. Et le premier livre que j'avais lu le temps là, c'était 21 Lessons, Bitcoin 21 Lessons. Et là, ça a tout baissé. Donc, c'est là où comment on dit, mon chemin de entrer dans le rabbit hole, comme on dit en anglais, a commencé. Ouais. Et après, j'ai lu Bitcoin Standard, oui, qui m'a beaucoup solidifié sur l'aspect Bitcoin, CFA, aspect monétaire, oui, les banques centrales et tout. Donc, et après, euh, le Bitcoin a quelque chose, quand tu comprends mieux, tu as cette tendance à vouloir discuter ou bien parler, éduquer C'est d'autres vrai. d'autres personnes. Rencontres que j'avais, je cherchais toujours l'opportunité d'amener le sujet du Bitcoin là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai pu former une petite communauté de là et que chaque samedi, ce que je faisais, c'est de faire des présentations sur différents sujets Bitcoin et chaque samedi, je vais venir expliquer à qui voulait entendre, qui était intéressé et tout ça. Et après, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Paxful. Paxful qui fait dans le P2P. Et là, une passion que j'ai développée pour Bitcoin est devenue rémunérable. Donc, je vais un peu laisser là. Et donc, c'est l'histoire que j'ai eue dans mon parcours du Bitcoin qui a été très, très transformateur pour moi. Non seulement de façon financière, mais aussi spirituellement et moralement. Super inspirant, d'autant plus que tu fais preuve de beaucoup de résilience parce que souvent, il y a des gens, une fois qu'ils se sont fait arnaquer sur Bitcoin,
ils reviennent plus parce que ils se disent ah non c'est que c'est une arnaque, quelqu'un m'a arnaqué donc c'est Bitcoin qui est le problème. Je cherche pas à m'éduquer et tout ça donc c'est vraiment très résilient et super inspirant comme parcours. Et du coup je me demandais de toutes tes lectures et de ton expérience aujourd'hui si tu devais définir Bitcoin pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui est un novice, qui n'est même pas de près ou de loin proche de l'informatique, comment tu définirais Bitcoin? Ouais, je pense que c'est une très bonne question. Et dans mes discours, j'ai dû former une anecdote qui commence ainsi. Imaginons que tu te lèves un beau matin, tu pars derrière ta maison et tu trouves un, je sais pas, un sac ou bien un box que quelqu'un a laissé. Et souvent, je demande la question, euh, est-ce que tu vas chercher la personne qui a laissé le box ou bien tu vas chercher à regarder ce qui est dans le box. Il y a peu de personnes qui disent qu'ils vont chercher celui qui a laissé le box. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont chercher celui qui vont chercher comment voir ce qui est dans le box. Et à côté du box est accroché une papier qui est le manuel qui t'explique comment manipuler cette box. Comment ouvrir, comment s'accaparer de ce qui est là-dedans. Lorsque tu prends cette bout de papier, tu comprends mieux comment manipuler cette box. Et dès que tu l'ouvres, tu constates que ce qui est dans le box est transformateur de façon qui n'est pas seulement personnelle, qui n'est pas seulement pour ta famille ni ta communauté, mais le monde entier. Et quand je finis cette anecdote, je reprends en disant que voilà exactement comment Satoshi a créé le Bitcoin. Et j'ai eu à faire cette anecdote parce que chaque fois que j'explique ce qu'est le Bitcoin, beaucoup de personnes me demandent euh, comment est-ce que quelqu'un peut créer quelque chose comme ça et disparaît. C'est pour ça que j'utilise l'anecdote du box. Est-ce que tu vas chercher, il t'a déjà laissé le manuel. Est-ce que tu dois chercher là où il est, ou bien tu vas lire le manuel pour mieux manipuler la valeur qu'il a laissée. Donc, c'est un peu comme ça que j'explique souvent le Bitcoin aux novices ou aux personnes qui n'ont jamais eu à entendre parler du Bitcoin. C'est vrai que souvent la question de mais c'est qui Satoshi Nakamoto, c'est ce qui ressort. Et même dans la littérature, on va dire l'imaginaire collectif, quand les gens veulent parler du Bitcoin à la télé ou bien dans des documentaires, effectivement, on se focalise en fait là-dessus, aussi sur le côté spéculatif et les arnaques, plutôt que du sujet que tu évoquais tout à l'heure sur bah, comment faire pour transférer de l'argent sans passer par les banques de façon moins chère pour des zones telles que la zone franc CFA. Donc c'est une belle anecdote. Donc c'est comme si c'était un cadeau que Satoshi nous avait fait. Ouais, c'est Donc vraiment un cadeau. Ouais. ouais. Et pour toi, est-ce que du coup Satoshi, quand il a laissé cette box, il a laissé comme un outil de réserve de valeur, comme on commence à entendre aujourd'hui, ou bien comme un outil pour que les gens puissent s'échanger de l'argent facilement sans passer par les banques? Mhm. Oui. Et le manuel, s'interprète par la situation de chaque personne. En Afrique, pour moi, je vois le Bitcoin comme une outil de transaction qui est rapide, fiable et sécurisé. Voilà un peu. Peut-être chez l'Occident ou bien en Occident, c'est différent. On utilise ça plus comme une valeur de réserve. Voilà un peu. Et pour moi, chaque personne doit définir comment est-ce qu'il doit utiliser le Bitcoin en fonction de sa situation, de ses challenges ou bien de son niveau de vie et tout ça. Donc, ça n'a pas vraiment une façon calé qu'on doit utiliser le Bitcoin, son définit sa façon de l'utiliser. Et c'est ce qui est bien avec le Bitcoin, la flexibilité, le fait que peu importe où tu te trouves dans le monde entier, tu pourrais exploiter, tu pourrais avoir ta voix là-dedans, tu pourrais faire quelque chose qui te permette aussi de te connecter avec tout le monde et
Pourquoi pas le monde entier? Ouais. C'est vrai. Il y a même on va dire, des territoires tels que le Texas qui utilisent plutôt Bitcoin comme outil pour stabiliser leur réseau électrique. Donc, on peut vraiment l'utiliser effectivement de plusieurs façons. Voilà, dépendant de la situation de chacun. Ouais. Il y a une question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, moi aussi. C'est le sujet du franc CFA. Donc, tu disais tout à l'heure que Bitcoin t'a aidé à comprendre en fait en quoi le franc CFA pouvait être une entrave. Est-ce que tu peux nous donner ta vision, on va dire toi qui vis aujourd'hui en fait dans cette zone de cette monnaie, en quoi ça enclave en fait les personnes qui vivent dans la zone CFA? Ouais. Le CFA enclave beaucoup de personnes au Cameroun de façon, la plupart de la population, c'est de façon inconsciente. La plupart des populations sont inconscientes parce que c'est plus ou moins stable. Tu ne vois pas vraiment l'inflation du jour au lendemain du CFA. Mais au fil du temps, tu comprends que le pouvoir d'achat baisse chaque année. Mais si tu dois regarder chaque semaine, tu vas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Donc, et pour moi, c'est l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à d'autres options comme le Bitcoin. Parce qu'ils ne voient pas vraiment l'intérêt ou bien le problème intrinsèque qu'ils doivent laisser peut-être le CFA pour aller sur le Bitcoin. Et donc, je tiens encore un autre discours qui se dit que le Bitcoin, c'est juste une alternative. Ce n'est pas pour éradiquer totalement le CFA parce que je ne vois pas, peut-être pas quand je vis encore, que peut-être le Bitcoin va totalement éradiquer le CFA ou bien totalement éradiquer les banques centrales et tout. Mais chaque citoyen, chaque institution, chaque gouvernement pourrait s'accaparer, pourrait exploiter le Bitcoin comme une alternative ensemble avec le CFA. On pourrait utiliser le Bitcoin comme valet de réserve, par exemple. On pourrait utiliser le Bitcoin pour import-export parce que ça permet en sorte que il y a l'argent qui voyage rapidement à un coût sécurisé, des choses comme ça. Et pour les institutions, les individus, c'est aussi la même chose. Donc, si tu travailles dans une entreprise et que tu gagnes ton argent en CFA, tu pourrais te dire que, OK, au lieu d'aller garder mon argent en banque, qui va perdre de la valeur au fil de 3 à 5 ans, je le mets en Bitcoin. Voilà un peu. Donc, c'est la même chose, mais façon de le faire change. Tu vois, donc, avant, j'étais quelqu'un qui dit que non, pas de CFA, uniquement Bitcoin. Voilà un peu. Mais lorsque on grandit dans cette chemin, on comprend que beaucoup de personnes s'en foutent de Bitcoin. Voilà. C'est vrai. Et il faudrait que nous qui apportons cette nouvelle de Bitcoin comprenions aussi les positions, les challenges et tout. Et il faudrait que on donne les discours qui les permet de mieux comprendre en fonction de la situation actuelle. Donc, je dis que utilise le Bitcoin et le CFA en même temps. Tu n'as rien à perdre. Tu as beaucoup plus à perdre si tu utilises que le CFA. Voilà un Ouais. peu. Donc, et de là, maintenant, beaucoup de personnes commencent à comprendre. Et quand je dis qu'ils utilisent le Bitcoin, ce n'est pas peut-être pour nécessairement faire des transactions. Tu pourrais juste te dire que chaque mois, à partir du mois prochain, à partir du semaine prochaine, je vais commencer à acheter des Bitcoins de 20 000 francs CFA, 50 $. Donc, un petit truc comme ça, et j'ai dû amener beaucoup de personnes à mieux comprendre le Bitcoin et commencer à interagir avec et acheter du Bitcoin comme ça. Bah, en tout cas, c'est un bon programme. C'est vrai que moi, j'avais écouté des anciennes interviews de toi où tu étais plutôt dans l'approche de, quand on est bitcoiner, il faut essayer d'éradiquer le franc CFA. Donc, je salue ton changement de position. Surtout que ça peut être un programme très, très vaste parce que le Ouais, franc CFA, il est ancré. Les gens, ils ont déjà même du mal à comprendre ce qu'est la monnaie, à comprendre que la plupart de leurs problèmes viennent du système monétaire, à chercher à manger en fait tous les jours. Donc si on vient leur rajouter en fait quelque chose d'autre,
ça peut être compliqué. Donc effectivement, une cohabitation peut être intéressante. Après, effectivement, il y a des problèmes structurels dans le franc CFA qui, pour moi, j'aimerais avoir ton avis dessus, qui ferait qu'un État, donc sans parler des individus, mais un État lui-même aurait un intérêt à avoir une réserve en Bitcoin et surtout commercer avec du Bitcoin plutôt que de passer par le système bancaire, parce que quand on prend des pays comme les pays de l'AES qui sont sous sanction, eh bien en fait le Bitcoin serait une bonne solution pour eux comparé au franc CFA. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, effectivement, quand tu viens de dire, pour moi, l'AES doit utiliser le Bitcoin comme d'échange sur l'international parce que avec toutes les sanctions et en parlant même des sanctions, et c'est inadmissible que un autre groupe de personnes vont décider pour dire que cette groupe de personnes n'auront pas certains avantages. Enfin, un peu. Et du coup, le Bitcoin est là pour ce type de problème-là. Tu vois un peu. Et pour moi, des pays comme ça ont plus d'avantages d'exploiter le Bitcoin plus que d'autres pays qui pensent qu'ils n'ont pas de soucis. Ouais, un peu. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose à réfléchir. Malheureusement, c'est pas tous les États de l'AES qui comprennent. Je ne sais même pas si peut-être Traoré ou bien les autres comprennent l'utilité ou bien le fonctionnement détaillé du Bitcoin dans son bon sens, je ne sais pas. Je le souhaite, oui, mais, mais je vois vraiment un très grand potentiel économique, social en utilisant le Bitcoin dans cette région-là. C'est vrai. Effectivement, pour moi, c'est l'une des zones qui est la plus intéressante, en tout cas, parce que quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, pour l'instant, en fait, on va dire tout se passe bien au niveau international, donc on peut peut-être ne pas forcément sentir le besoin d'avoir une alternative, quoique peut-être en réserve de valeur, ça peut les aider à éponger la dette. Ouais. Mais effectivement, les pays de l'AES, eux, ils ont un vrai intérêt court terme à se pencher là-dessus. Du coup, ça m'amène à penser à des questions de géopolitique. Mhm. En fait, quand j'ai regardé une de tes interviews que tu avais fait sur la chaîne de Bull Bitcoin FR, où tu disais que Satoshi, quand il pensait à Bitcoin et quand il faisait Bitcoin, il avait l'Afrique en tête. Ouais. Voilà, Ouais. j'ai beaucoup aimé cette phrase. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Et pour moi, Bitcoin, c'est l'Eldorado de l'Afrique parce que quand on regarde chaque segment économique africain, avec tous les freins qu'on a, monétaires, sanctions, sociales, quand tu essayes de prendre Bitcoin et mettre là-dedans, tu vois que Bitcoin a grandement sa place. Bitcoin pourrait potentiellement faire une très grande impact de peut-être si c'est 10%, peut-être à 70%, tu vois un peu. Mais je dis toujours, malheureusement, en Afrique, il y a beaucoup de personnes, après avoir peut-être mangé et boire, c'est fini. On cherche le lendemain, on cherche ce qu'on doit manger et boire, c'est fini. Oui, et on doit faire avec. Mais du côté positif, il y a pas mal de jeunes Africains comme moi, comme les amis que je travaille avec dans les pays francophones et anglophones qui sont en train de vraiment travailler chaque jour pour que d'autres personnes comprennent cette technologie, comprennent cet outil, que ce n'est pas là pour peut-être faire de l'argent et devenir riche très vite, mais c'est aussi quelque chose qui va transformer notre façon de vivre, ouais, un peu. Parce que chaque jeune Africain a peut-être souvent deux rêves. Moi, je prends un peu mon exemple et peut-être quand je grandissais, c'est que tu vas finir l'école secondaire, si tu as la chance, tu pars à l'université, indépendant du type de famille, niveau économique de votre famille, tu vas peut-être partir dans une université privée ou bien université publique. Si tu as la chance que tu pars dans une université privée, alors tes chances d'avoir le travail est plus élevées que l'autre qui est parti dans une université publique. La deuxième chose, c'est de
qu'est-ce que j'en fais de ma vie après l'université. Mais non, la plupart, peut-être, je pourrais dire 98%, c'est de voyager. On Mm. voyage pourquoi? Parce que notre système, nos institutions ne, ne, ne créent pas des solutions en pensant aux jeunes qui viennent demain. Du coup, quand un jeune regarde son avenir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il s'est dit que mieux je pars en France, mieux je pars au Canada, mieux je pars en Belgique, je pourrais trouver un bon sort pour aider ma famille. Et maintenant, le Bitcoin est en train de changer cette mentalité-là parce que je suis l'une de ces personnes que j'avais peut-être il y a 10, 15 ans auparavant, cette même notion, cette même façon de penser. Et il y a aussi plein de jeunes comme moi qui ont changé les façons de penser. Euh, Aujourd'hui, et c'est à cause du Bitcoin ou bien à cause du promesse du Bitcoin. Parce que quand je dis à cause du Bitcoin, des gens souvent me demandent la question que, mais pourquoi tu entres trop en profondeur de la technologie comme si la technologie était une miracle? Tu vois, pour Mm. certaines personnes, c'est une miracle, tu vois, un peu. Mais le message que je voudrais passer en disant que le Bitcoin, quand Satoshi créé le Bitcoin, c'est comme si il avait l'Afrique en tête, c'est que il redonne cette liberté que les Africains ont perdue de façon inconsciente. Mm. Et c'est la plus, c'est la plus, c'est la guerre la plus longue et la plus compliquée que chaque individu doit s'élever chaque matin et bagarrer. Je dis souvent, il y a deux types de guerres. Il y a la guerre physique où on prend les fusils, les marteaux, il y a Irak ou bien le Mm. Cameroun, et il y a des pays qui sont en guerre et tout. Mais il y a une autre guerre que on ignore souvent. C'est la guerre entre toi et toi-même. Ouais. Ouais. Et Bitcoin m'a permis de me regarder au miroir et d'une autre façon me dit que j'ai peut-être gagné cette guerre entre moi et moi-même. Parce que maintenant, j'ai quelque chose que personne ne peut le prendre chez moi. Je peux garder comme je veux, comme je le sens. Et peu importe comment est-ce que je vais travailler, je pourrai toujours garder la valeur du travail que j'ai fait. Parce que quand on regarde la société d'aujourd'hui, le salaire augmente quasiment pas beaucoup, Ouais. mais le niveau de vie augmente chaque année, chaque mois, Mm. chaque semaine. Et ça fait en sorte que la guerre entre toi-même et toi-même devient de plus en plus une question de chaque jour, chaque minute. Et que lorsque tu es affecté par toi-même, ça veut dire que dans la société, tu ne pourrais pas fonctionner dans toute ton estime. Tu fonctionnes, tu ne te donnes pas à fond dans chaque travail que tu fais. Et quand un individu ne se donne pas à fond dans chaque travail qu'il fait, non seulement il perd, sa famille perd, la société et le pays. Et du coup, la productivité de tout un pays baisse et on ne comprend pas. Souvent, c'est à cause de cette guerre personnelle que tu n'as Mm. pas eu le temps à te poser des bonnes questions et à résoudre qui fait en sorte que tu ne peux pas fonctionner dans la société. Et pour moi, le Bitcoin m'a aidé de sortir, pas entièrement, mais vraiment dans la grande majorité. Et je voudrais que chaque jeune Africain prend aussi cette perspective, cette posture-là pour vraiment se regarder, se poser des questions. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Ma vie va ressembler à quoi? Est-ce que je suis créé pour peut-être voyager? Je ne dis pas que voyager est mauvais. Il y a des personnes Mm. qui, quand ils voyagent, c'est là où tu vois qu'ils sont
Le dans potentiel, les hein. éléments et tout. Oui. Mais, mais, mais voyager doit avoir vraiment, on dit souvent, il faut avoir un bon projet de voyage. On ne voyage pas comme ça. Donc, si tu te trouves que c'est voyager qui va te permettre de mieux contribuer dans le monde, moi, je n'ai pas de souci à ça. Mais la plus grande question, c'est qu'est-ce qu'on redonne en Afrique pour que ça peut pérenniser, ça peut développer, ça peut faire en sorte que on sort de cette magouille économique. Que nous on parle comme ça, mais c'est très grave. Quand tu vois ce Ouais. qui se passe en Afrique, c'est très grave. Et je voudrais que s'il y avait la possibilité, toute personne qui souffre de façon économique a une alternative qui est comme Bitcoin, ou dans un futur proche, il est sûr et certain que toute la valeur, toute l'énergie que je gaspille aujourd'hui, je pourrais le garder dans Bitcoin et que rien ne pourrait arriver à ça. Donc, c'est ça. Ouais. Bah, je m'attendais à une réponse très technique et là, tu as donné une réponse philosophique, ce qui fait que la chose est encore plus profonde. Ouais. Et bah, en tout cas, bah, merci hein, pour ta réponse. Moi, ça m'ouvre aussi sur d'autres perspectives. C'est que l'Afrique, effectivement, c'est un continent où il y a beaucoup de pauvreté. Les gens se battent en fait pour bah, gagner de l'argent et économiser cet argent-là en fait dans un panier percé. Ça n'apporte rien de bon et ça fait qu'ils sont obligés de lutter. Et du coup, ils ne peuvent pas se concentrer pour développer leur pays parce qu'ils sont tout le temps en train de courir en fait dans la fameuse route du hamster. Donc, moi, j'avais pas Exactement. cette perspective. Donc, effectivement, Bitcoin peut apporter à ça aussi pour, on va dire, conserver l'épargne et le fruit du travail en fait des personnes pour qu'ils puissent entrevoir un avenir meilleur et avoir une alternative. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, on va quitter les sujets philosophiques pour revenir sur l'état des lieux de l'adoption. Donc, Mhm. j'ai vu une de tes interviews où tu disais que le terrain, il était un peu sombre, qu'il y avait beaucoup de méfiance quand on parlait des crypto-monnaies. Il y avait beaucoup bah, souvent on disait que Bitcoin c'était égal à Binance, en tout cas était égal aux plateformes. C'est pour ça tout à l'heure j'étais vraiment agréablement surprise quand tu m'as dit que bah, tu as vécu une arnaque, mais ça t'a pas découragé parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour eux, Bitcoin, bah, justement, égal à Binance ou égal à Coinbase. Donc, si Coinbase, il y a un faux site, c'est que c'est terminé. Donc, quels sont les principaux freins que toi, tu identifies aujourd'hui à l'adoption de Bitcoin? Ouais, je ne cesserai jamais de lui dire, l'éducation est majeure. Le Mhm. plus grand frein, c'est le niveau d'éducation. Et Ok. les acteurs comme nous, on ne doit pas baisser les bras en ce qui concerne l'éducation. Ça peut paraître peut-être très simple, ça peut paraître moins technique et tout, mais euh, je serais énormément surpris des personnes qui ne connaissent pas aucune notion du Bitcoin dans la société. Tu peux penser que peut-être si la personne est sur le digital ou bien il est connecté, ils peuvent en Mhm. savoir peut-être deux, trois choses, mais c'est pas ça. C'est étonnant quand tu comprends le nombre de personnes qui ne connaissent pas de notion du Bitcoin. Donc, je mets un gros accent sur l'éducation. Ouais. Si on pousse l'éducation, l'adoption va aussi suivre de façon naturelle. Et aussi, c'est un autre grand frein de l'adoption, c'est aussi les arnaques, tu vois. Et les arnaques, c'est de deux côtés. Les arnaques réussissent en Afrique parce que, un, les gens ne sont pas éduqués. De deux, les gens veulent faire de l'argent vite. Donc, ces deux facteurs font en sorte qu'un arnaqueur va réussir dans chaque société qui se retrouve. Donc, s'il voit que les gens sont là pour faire de l'argent très vite, il va venir avec une technologie, avec une promesse, aussi peut-être très beau à comprendre.
et que la personne se dit que, ok, si je donne à ce monsieur 50 000 CFA par, par semaine, il me promet qu'il va me donner 75 000 à la fin de la semaine. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont été arnaquées comme ça. Et malheureusement, quand je dis comme ça me fait très mal. Ça a beaucoup freiné l'éducation et l'adoption du Bitcoin, blockchain, crypto en Afrique. Et aussi, ça nous a mis une connotation négative. Nous qui voulons faire du bien. Oui, et du coup, j'ai été déjà interpellé par la police au Cameroun 2 fois quand en plein séminaire, on m'interpelle, on dit que nous sommes en train de faire arnaquer des gens, on est en train d'expliquer une Ah technologie ouais. qui n'a pas sa place et tout. Et tu comprends que même des policiers en matière d'investigation, ils sont pas vraiment aptes. Ah, ouais. Donc, tout le monde ne comprend pas la technologie. Et du coup, toi, tu es là, tu comprends mieux, tu connais exactement l'impact que ça pourrait avoir, mais tu n'as pas vraiment, tu es freiné parce que tout le monde ne veut pas te donner ta chance de faire ce que tu as fait. Donc, ce qui reste maintenant à nous, les Camerounais, on dit souvent, c'est le Himley. Le Himley veut dire, on ne baisse pas les bras. Tu fais, peu importe la situation. C'est comme ça qu'on a pu réussir pour avoir quelques, je peux dire, influences sur certains, sur certaines communautés locales ou aussi euh, internationales. Donc, je dirais que le plus grand frein de l'adoption euh, du Bitcoin, blockchain, ces nouvelles technologies, c'est déjà manque d'éducation et deuxièmement, euh, les arnaques qui ont été produits. Ouais. Et aussi, manque d'éducation, c'est soit euh, c'est souvent personnel. Cette manque d'éducation, c'est souvent personnel. Les gens, surtout en Afrique francophone, ne sont pas assez curieux. Voilà. Ils sont pas assez Bah, en curieux. tout cas, moins que les gens de l'Afrique anglophone. Voilà. Oui, surtout en Afrique. Tu vois les jeunes au Nigeria, Kenya et tout, et ils sont vraiment curieux, ils sont vraiment actifs pour mieux comprendre, demandent des bonnes questions. Mais du côté, de notre côté, si c'est un peu mort, c'est un peu, mais c'est en train de prendre, c'est en train de prendre avec le travail qu'on est en train de faire avec beaucoup d'autres jeunes que je vois chaque jour. Je pense que d'ici 3, 4 ans, ça sera pas la même chose. Ouais. En tout cas, c'est encourageant ce que tu dis. Euh, et bah, en tout cas, on ne peut que l'espérer hein, que ça avance bien. Et est-ce que dans les freins, la partie infrastructure Internet est un sujet? Parce que il me semble que tu avais fait un voyage en Centrafrique aussi et tu avais constaté en fait ça sur le terrain. Est-ce que l'infrastructure Internet peut être un frein aussi à l'adoption de Bitcoin, notamment au Cameroun? Ouais, je pense que j'ai complètement loupé côté infrastructure parce que c'est souvent on ne le voit pas physiquement, mais il est là quelque part. Il pose une très grand frein et lui, Oui. il a un pourcentage peut-être très souvent de peut-être plus de 40% de frein. Et, euh, et en parlant d'un cas spécifique, Afrique centrale, j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas quand ils ont dit de façon officielle que le Bitcoin va devenir monnaie légale et tout. Ouais. Et en ce moment-là, je travaillais avec Paxful. Donc, on m'a dit qu'il faut aller là-bas voir ce qu'il faut faire et tout. Donc, lorsque je débarque là, je constate de l'aéroport que ça serait pas. Donc, ça te donne une vue pas vraiment claire entre ce qui a Ok. été dit et ce qui pourrait être fait. Donc, ouais, c'est un pays, c'est un très beau pays en matière naturelle, en matière. Quand tu vois, tu sens, quand tu arrives là, tu sens vraiment que tu es en Afrique, tu vois. Mais côté infrastructure,
infrastructure, Internet, connectivité, lumière. Ce n'est pas encore quelque grande chose là-bas. Et aussi, un autre truc que j'ai découvert là-bas, c'est aussi euh, une grande part de la population a un problème d'alimentation journalière, tu vois un peu. Ah ouais, Donc, effectivement. Ouais. les gens ont la difficulté, ne serait-ce que de manger bien Mm. chaque jour. Donc, et quand je faisais des interviews sur la rue, je voulais causer avec certaines personnes pour juste mieux comprendre parce que j'ai eu des meetings avec quelques ministres, j'ai eu des meetings avec quelques personnes au gouvernement, mais je me suis dit que c'est pas complet. Il faut que je cause avec des personnes lambda pour mieux Ouais, comprendre dans la où je rue. suis. Voilà. Et je constate que matière smartphone, il y a pas, il y a des gens qui ne pourraient pas mieux utiliser un smartphone qui est complètement différent de la situation au Cameroun. Il y a des gens là qui ont un problème profond d'alimentation journalière et aussi la lumière, tu vois. Et moi, je me Ouais. demande la question que comment est-ce que on doit expliquer le Bitcoin à une personne comme ça? Parce que le Bitcoin est un peu au niveau de sa compréhension. Tu dois penser que il a d'abord Internet, il a accès à Internet qui est euh, pas forcément trop cher, qui peut euh, faire chaque jour. Deuxième chose, peut-être il mange et tout. Et troisième chose, il a un outil qui lui permet de se connecter à Internet de façon facile. Et il comprend aussi peut-être manipuler les outils digitales avant de commencer le sujet du Bitcoin. Donc, du coup, quand je suis arrivé dans la rue, au lieu de parler du Bitcoin, je parlais d'autre chose. Je parlais de des bases, outils digitales, infrastructures et tous ces Ouais. trucs-là. Tu Oui, et du redescends d'un coup, cran. exactement. Et du coup, j'ai constaté que l'annonce a été faite pour les membres de haut niveau du pays et des institutions autres, des autres institutions du pays. L'annonce n'a pas été faite pour tout citoyen centrafricain, tu Mm. vois. Peut-être, mais ils n'ont pas peut-être précisé ça comme ça. Parce que pour en arriver où un pays comme le Centrafrique dit que le Bitcoin est monnaie officielle, il faut beaucoup de travail, infrastructure. D'abord, électricité, Internet, éducation sur le digital et troisièmement, éducation sur le Bitcoin. Et que tous ces trucs-là, c'est ça, on le dit ça simplement, mais ça peut prendre peut-être même 10, 15, 20 ans pour qu'on arrive qu'un pays comme la Centrafrique, de ce que j'ai vu en 2022, que nous pourrons, que le Bitcoin va devenir monnaie légale. Ouais. Effectivement, c'est un sujet qui est très très important, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de steps. Pour autant, je pense qu'il y a plusieurs stratégies en fait qui doivent s'adapter en fonction de la situation du pays. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout de suite embrayer et copier le Salvador, peut-être qu'a fait une annonce. Euh, D'ailleurs, dans l'exemple du Salvador, on voit que le côté adoption dans les échanges quotidiens, c'est pas ce qui Mhm. a forcément pris, mais c'est plutôt le côté réserve en fait qui a pris où le gouvernement eux-mêmes ils achètent du Bitcoin. Donc, pour un pays qui n'a pas trop d'infrastructures, ça Mhm. aurait pu être une stratégie de se dire on va commencer à en accumuler un peu avant de dire que toute la population va Exactement, l'utiliser. exactement. Exactement. Et du coup, on a bien compris du projet. Je sais pas si actuellement ça se suit ou bien c'est mort, je ne sais pas. Je me souhaite que ça devient plutôt une stratégie de réserve quand tu as bien cité. Mais, euh, malheureusement, c'est un peu l'Afrique. Nous, je ne sais pas, mais je souhaite qu'un jour, on va arriver à comprendre et à mieux gérer et exploiter certaines nouvelles technologies. Ouais.
parce que en fait, c'est comme si on avait une chance de repartir à zéro parce que c'est ça, le Bitcoin, il permet de redistribuer les cartes. Donc, en plus, on a le monde entier qui nous permet d'avoir une infrastructure parce que comme Bitcoin est décentralisé, l'infrastructure est Mhm, résiliente. Au mhm. niveau de l'accès, en fait, ça coûte pas trop cher en fait de pouvoir utiliser le réseau Bitcoin. Donc, c'est une opportunité qu'on peut pas rater quoi parce que quand est-ce qu'on aura la chance d'avoir d'être là à la naissance d'une technologie. Ouais. Peut-être souvent, je me dis, pour rester positif, peut-être Toadera est en train d'acheter le Bitcoin et il ne veut pas annoncer. Tu sais, Peut-être, parce que le c'est Bitcoin est possible. aussi comme ça, tu pourrais les Mm, mm, accumuler mm. sans rien dire à personne. Ouais, donc, je souhaite que peut-être c'est le cas là-bas. C'est clair. Et moi, je suis très admirative en fait, admirative pardon de ce que tu fais parce que malgré toutes ces difficultés, tout à l'heure on évoquait les difficultés au niveau de la réputation de Bitcoin. Il y a des arnaques, il y a des problèmes d'infrastructure qu'on peut avoir. Malgré tout ça, tu as organisé une conférence en Afrique francophone sur Bitcoin. Chapeau. Ouais, Est-ce que tu peux merci. nous donner un peu la genèse de cette conférence? Comment t'es venue l'idée et surtout comment ça s'est passé? Comment tu as pu aller demander à des gens de te prêter un local, en fait, un bâtiment pour organiser une conférence qui parle d'une arnaque. Je pense que c'est une très bonne question et euh, j'ai pas fait tout ce travail merveilleux là seul. J'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment qui était derrière moi, qui ont vu la vision. Oui, euh, heureusement pour moi, quand je les ai expliqué la vision, ils ont compris et qu'ils sont réunis derrière moi pour que on puisse avoir cette réussite que tout le monde a eue. Et euh, ça a commencé comment? J'ai déjà eu à faire trois conférences, Kenya, Ghana, Afrique du Sud, en Afrique. Et quand je regarde l'écosystème Bitcoin, nouvelles technologies, je vois que l'Afrique francophone est toujours un peu là. Je vois que c'est toujours un peu là. Oui, même s'il y a des activités, ou bien même s'il y a des trucs qui se passent ici, mais c'est souvent peut-être un individu qui a pu prendre sur ses épaules le sacrifice d'apprendre et que maintenant on est en train de faire quelque chose avec et tout. Et je me suis dit que pourquoi pas créer un sorte de African Bitcoin Conference version Afrique francophone. Ouais, un peu. Donc, ouais. Donc, c'est là où ça a commencé et j'ai dû à causer avec certains unis dans l'écosystème. Je leur ai dit que je pense que même si moi je ne le fais pas, quelqu'un va constater cette vide et il va vouloir faire la même chose, tu vois, un peu. Et du coup, quand on regardait l'ensemble de l'écosystème du Bitcoin en Afrique francophone, on a aussi constaté que j'avais eu aussi l'opportunité d'assister Bitcoin Mastermind au Bénin en 2024, qui était vraiment merveilleux. J'ai eu une très belle expérience à Ouida là-bas. Du coup, je me dis que il va falloir qu'on crée quelque chose qui est un peu plus grand, tu vois, parce que les conférences Bitcoin en Afrique francophone sont un peu, c'est petit, c'est intéressant, il y a beaucoup d'éducation, oui. Mais moi, je me dis que ça ne suffit pas. Il va falloir qu'on fait quelque chose qui est un peu plus grand. Du coup, maintenant, le grand challenge, c'est comment rassembler aussi beaucoup de personnes pour parler d'un sujet qui n'est pas vraiment quelque chose aussi sexy, peut-être comme dit que venez, je vais vous montrer comment gagner 1 million par semaine, tu vois. C'est clair. Voilà. Avant que je pense à la conférence, j'avais, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans l'écosystème et que j'ai dû créer des relations, des fortes relations. Et que quand je l'ai parlé de cette projet-là, je l'ai montré le vide qu'on peut vraiment combler. Ils se sont mis aussi derrière moi de façon financière. C'est vrai que c'était pas facile parce que c'était une première fois, c'était encore le Cameroun et tout. C'était pas facile, mais ont dû mettre la main dans la poche des entreprises comme Blink
Machankora et Jara, Easy Change, ils ont mis la main dans la poche et ils se sont dit que, OK, voici ce qu'on peut te donner comme expérimentation pour ce premier truc-là. Et du coup, avec l'équipe, je leur ai dit que, OK, voici ce qu'on a. Il faut qu'on se bat pour prouver que l'Afrique francophone peut aussi rassembler autant de personnes comme souvent au Nigeria, comme souvent au Kenya. Donc, c'était un peu un challenge pour nous. Et tout le monde dans l'équipe a mouillé le maillot. Je n'ai jamais vu autant de personnes réunies pour une cause comme ça. Ouais, c'était au fil au fil de route, on avait beaucoup de challenges parce que on ne connaissait pas les coûts, ce que ça va prendre, des trucs comme ça. Oui, il y avait cette petit truc là. Et aussi, il y avait des jours où les délais, on n'arrivait pas et tout. Oui, mais il y a aussi une personne que je vais mentionner son nom ici, Nelly Tchatoué, qui nous a beaucoup aidé. Voilà. Et elle s'est mise derrière nous avec toutes ses relations et des trucs comme ça pour qu'on puisse réussir parce qu'elle a aussi vu l'engouement, elle a aussi vu la motivation qu'on avait pour faire cette Mm. conférence. Et heureusement pour nous, on l'a fait. Oui, le nombre de personnes, même moi, si peut-être j'avais vu la vidéo que je donnais mon discours d'ouverture, j'étais surpris parce que j'étais assis, je ne voyais pas les gens entrer. Donc, du coup, quand je me lève pour parler, je vois la foule, moi-même, j'étais complètement, ouais, j'étais très surpris de voir toutes ces personnes rassemblées sur le Bitcoin. Et du coup, là, ça m'a fait comprendre que lorsqu'on travaille, quand le travail est bien fait, travail, on réussit toujours à avoir le résultat qui va avec. Et que même si on n'arrive pas à avoir le résultat, on ne perd rien parce qu'on a eu des leçons. Tu vois un peu. C'est vrai. Au moins, peu importe ce qui devait arriver, je saurais apprendre quelque chose pour mieux faire pour une prochaine fois. Et ça nous a donné encore maintenant un plus grand challenge parce que on doit faire mieux que Douala. On est en train d'aller au Burkina pour 2026 et on est en train de cibler les pays du Sahel pour les parler, pour les éduquer sur cette nouvelle technologie. On le souhaite avoir des plus grandes, de plus grandes on souhaite toucher le plus grand nombre de personnes, faire plus d'impact jusqu'à ce que ça touche les personnes qu'il faut pour que les actions commencent à se prendre pour mieux mettre les infrastructures qui vont mieux véhiculer cette technologie-là. Ouais. En tout cas, très très beau challenge. Moi, à chaque fois que j'entends ça, ça m'inspire beaucoup. Je Ouais. trouve que heureusement qu'il y a ce genre d'initiative parce que déjà ça met en lumière que sur le continent il se passe des choses, que dans Ouais. la francophonie il se passe des choses. C'est pas que du côté anglophone parce que déjà Bitcoin il peut être compliqué à saisir. Donc tant qu'on peut faire du contenu dans les langues maternelles en fait des personnes pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit, bah il faut le faire. Donc c'est vraiment génial. Et dans les participants, est-ce que tu sais s'il y avait plus des gens, on va dire des bitcoiners qui se sentaient un peu seuls, qui se sont dit ah tiens là voilà on va retrouver des copains bitcoiners donc on va venir, ou est-ce qu'il y avait des gens des novices qui ne connaissaient pas du tout le sujet, qui étaient venus là par curiosité pour en savoir plus? Ouais. Et quand je disais tantôt, quand on fait un très bon travail, on ne perd jamais, on apprend. Et ce que j'ai appris, qui m'a touché profondément durant cette conférence, c'est que 80% des personnes qui étaient là, c'était des novices. Donc, Ah, peut-être très bien. de 15 même à peut-être 60 ans. C'était des novices. Ouais. Et ils étaient juste curieux pour venir comprendre. Ouais. Et il y a un monsieur que je dois aussi mentionner son nom, le DG de la CNPS du Cameroun, donc le prévoyance sociale. C'est une institution gouvernementale qui gère Mhm. des retraités. Donc, dans le DG de cette institution, c'est un bitcoiner. Il est venu, il a tenu un discours
ouais, il a tenu un discours de, de, de Bitcoin comme outil de réserve pour le Cameroun. Et la plupart des aînés qui étaient dans la salle étaient complètement surpris de la façon, du maîtrise, l'importance et la façon structurelle qu'il a parlé, comment qu'on peut sortir de 0 jusqu'à 10 avec le Bitcoin. Et comment est-ce que le Cameroun peut vraiment se déchirer les chaînes du CFA avec du Bitcoin. Et, et pour moi, je me suis dit que c'est là où ça a cliqué de commencer à baisser la garde. Non, pas dire que j'oublie côté Bitcoin, Bitcoin, mais aussi comprendre que il y a d'autres personnes dans la société aussi smart que nous qui comprennent le Bitcoin. Mais quand on parle de uniquement que aller acheter du Bitcoin, à faire comme ça uniquement Bitcoin, ils vont jamais comprendre ce que tu dis. Mais quand C'est tu vrai. utilises le mot alternatif, ça, ils commencent à comprendre. Tu Hum, vois un peu, c'est là où mon discours a complètement changé parce que je vois des personnes devant moi qui ont déjà gagné leur vie, si je peux dire comme ça, mais ils ne connaissent pas comment exploiter euh, euh, le, le Bitcoin. Donc, pour nous, c'était vraiment un événement qui a ouvert nos yeux de façon qu'on, les discours qu'on tient euh, par rapport au Bitcoin. Donc, ouais. En tout cas, bravo pour cet événement. En tout cas, à titre personnel, moi, j'espère pouvoir participer un jour à un événement Bitcoin sur le continent parce que je pense que vraiment c'est une autre ambiance de ce qu'on peut avoir ici. Donc Mhm. effectivement, ici, le sujet il tourne beaucoup sur la question du patrimoine, protéger son patrimoine, Ouais. protéger de l'inflation, etc. Et sur le continent, moi j'ai l'impression que ça touche vraiment à une question de liberté et de the way out, quoi. Comment se sauver en fait. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça. Avant ouais. d'arriver à la question du patrimoine et l'élément de langage en fait que tu indiques, moi je trouve ça inspirant. D'ailleurs, je vais m'en inspirer la prochaine fois que je présente Bitcoin, de parler vraiment d'alternatives, de dire aux gens, bah effectivement, bah vous êtes dans le système bancaire, vous êtes déjà habitué à ça. On vous dit pas de tout lâcher et de devenir Bitcoin maximaliste en fait du jour au lendemain, mais commencer à mettre un petit doigt. Comme tu disais, tu mets 50 euros. Peut-être qu'un jour, tu vas mettre 100 dollars. Peut-être qu'un jour, tu vas mettre 150 dollars. Et puis, petit à petit, comme ça, tu vas y arriver et comprendre que tu peux avoir un peu de francs CFA ou d'euros et puis avoir un peu de Bitcoin à côté parce qu'on sait jamais, quoi. Et souvent, ce que je dis, c'est que il faudrait que les bitcoiners comprennent que beaucoup de gens s'en foutent des bitcoins. Beaucoup de gens ne font pas Ah, rien. c'est un peu difficile, hein. C'est difficile quand tu es à fond dans Bitcoin Et de te dire qu'il y en a qui lorsque s'en comme foutent. bitcoiner, tu arrives à comprendre, tu vas mieux tenir ton discours pour C'est vrai, passer ton message. Parce c'est que vrai. avant, c'était que tout le monde doit prêter attention au bitcoin. Non. Ouais, Faudrait que souvent on se calme un peu, on regarde un peu la foule ou bien la situation de tout un chacun. Et il faut toujours avoir sa meilleure façon que j'ai de mon expérience depuis après la conférence, ce qui passe, c'est l'alternative. Pourquoi pas mettre ça comme une alternative? Tu ne perds rien, surtout quelqu'un qui a déjà gagné sa vie. Tu ne perds rien. Donc, mais quand on vient discours philosophique, technique, il faut tout lâcher pour venir ici. Donc, ça ne passe pas. Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cet édifiant message. Moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est vrai que tu as cette facilité aussi à expliquer. D'ailleurs, d'où le livre que tu as écrit, Bitcoin for Kids. Euh, enfin, Bitcoin Kids plutôt, parce qu'effectivement, en fait, quand on arrive à pouvoir expliquer Bitcoin à des enfants, je pense qu'on peut l'expliquer à tout le monde. Donc, raconte-nous un peu l'histoire de ce livre. Je vais l'afficher pendant que tu expliques. Ouais. J'ai commencé ces livres d'une façon très, très, très intéressante parce que j'avais toujours envie d'apprendre à mon fils ce qu'est le Bitcoin. Donc, j'avais toujours cette envie de lui dire que le Bitcoin, c'est comme ça, le Bitcoin, tu dois faire comme ça. Et le temps, là, il avait à 2 ans. C'était en 2022 que j'ai commencé le projet. Et
Un jour, je travaillais sur ma machine comme ça et il est venu. Je faisais un rapport pour envoyer à l'entreprise et il a vu le logo du Bitcoin. Il m'a demandé, papa, c'est quoi ça? Je lui ai dit que c'est Bitcoin. Il m'a regardé, il m'a dit, Bitcoin, c'est quoi? Euh, j'ai voulu dire monnaie digitale. Je lui ai dit, c'est de l'argent. Il m'a regardé et il est parti. Donc, lorsqu'il est parti, euh, de façon très claire, j'ai compris de là qu'il faut faire un truc, un outil qui va permettre aux enfants de mieux comprendre ces nouvelles euh, technologies parce que non seulement que j'ai un enfant qui a 3 ans qui doit grandir demain et interagir avec la société. Il y a d'autres parents comme moi qui vont vouloir faire aussi la même chose. Donc, l'idée du Bitcoin Kit est venue comme ça, de façon naturelle. J'ai commencé à écrire petit à petit et j'ai fait tous les scénarios du livre et j'ai eu à contracter un BDiste qui a dessiné toutes les belles images que la plupart des personnes qui ont touché le livre aiment regarder aussi, et les enfants. Heureusement pour nous, on a eu beaucoup d'impact en Afrique et aussi sur l'échelle internationale. On a eu des partenariats avec Trésor en Europe qui nous aide à distribuer le livre et aussi Tether qu'on est en train de faire des projets avec des écoles en Afrique. Et ça aussi permet en sorte que beaucoup de personnes prennent plus le Bitcoin au sérieux. Parce que si quelqu'un prend son temps, créer un livre comme ça, les gens disent que non, c'est quand même quelque chose Quelque chose de... Ouais. qui est sérieux. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a pris le livre et que, peu importe si ses parents, un jeune qui prend le livre et qui n'est pas intéressé par le livre. Chaque personne dit que non, de toute façon que vous avez fait, le livre a été bien pensé et je comprends mieux cette sujet. Et souvent, le livre devenait comme une porte d'entrée dans la compréhension du Bitcoin, même pour les adultes. Ouais, Ouais. ouais. Et il est édité en français aussi? Oui, oui, oui. Il y a aussi, il y a la version française. Actuellement, on est en train de refaire notre site web. Oui, le site web, dans quelques semaines, ça sera appelé comme ça. On est en train de vouloir créer toute une plateforme digitale qui est dédiée au Bitcoin pour les enfants. Et maintenant, avec certains feedbacks qu'on a eu, on a déjà fait, on est en train de faire des tests avec des guides parents et guides enseignants. Donc, parce qu'on veut que si un parent prend le livre, on voudrait vraiment que le livre soit intéressant. Donc, type de questions qu'il Ouais. doit demander, type de, de sujets qu'il doit peut-être insister dessus pour que l'enfant comprenne la notion. C'est ce qu'on entend. Donc, il y a dans quelques semaines, on aura guide parents, guide enseignants qui va permettre à ces deux personnes, ces deux éducateurs-là, de mieux éduquer les enfants sur le Bitcoin. Et en plus, il y a d'autres outils qu'on est en train de mettre en place comme des petits jeux dont des enfants pourraient aller sur le site, faire des petits jeux pour gagner des sats et tout. On est en train de voir ça Ah, avec trop bien, trop bien. des partenaires. Énorme. Énorme. En tout cas, c'est vraiment très important de toucher cette population, donc les enfants, parce que je discutais avec une invitée dans l'épisode précédent et justement on se disait que l'inflation ou en tout cas le système fiat, il met Mhm. aussi, on va dire, en péril l'avenir des enfants. Donc effectivement, tout parent pour préparer l'avenir de ses enfants ferait mieux de ouvrir en fait une enveloppe pour lui mettre un peu de Bitcoin dedans. Mais en complément, je pense qu'il y a ce que tu fais parce que on peut pas juste donner en fait des Bitcoins à quelqu'un comme ça et dire bah voilà ton héritage c'est tout. Il faut que la Ouais. personne comprenne ce que c'est
Et l'éducation financière, je pense que le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui laisser un héritage intellectuel. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que sans éducation, sans la bonne éducation, l'enfant pourrait rien faire, pourrait pas mieux exploiter l'héritage qu'on lui a laissé. Oui. tout Et à fait, ouais. ça peut rendre l'enfant encore plus fou, encore plus quelqu'un qui ne pourrait rien contribuer à la société. Voilà, Mm, donc c'est ça. Donc pour moi, je demeure un éducateur sur le Bitcoin à vie. Donc jusqu'à la mort, je ne cesserai jamais d'éduquer les gens sur les Bitcoins parce que je vois que c'est important. Et je souhaiterais que chaque personne qui a aussi compris fait aussi la même chose. C'est comme ça qu'on doit vraiment, on pourrait vraiment créer de l'impact et changer quelque chose en Afrique. mm. Effectivement, si les jeunes générations, dès l'enfance, déjà comprennent l'intérêt de cet objet, je pense qu'effectivement, c'est une mission à long terme. Comme tu disais, c'est vraiment toute la vie quand on rentre là-dedans, c'est une mission à long terme. Donc, petit à petit, comme ça, éduquer ceux qui vont nous succéder, c'est vraiment très noble comme mission. Et est-ce que, du coup, si quelqu'un veut l'acheter en France ou de partout dans le monde, on peut l'acheter, on peut le commander sur le site ou comment on fait pour en Ouais. avoir? Actuellement, comme on est en train de refaire le site, donc ça serait pas disponible actuellement, mais euh, Amazon, euh, on a déjà fait la soumission chez Amazon, on attend que ça soit actif, qu'on puisse, Ok, les gens pourraient de la France acheter par Amazon. Et aussi directement sur le site, on pourrait acheter en France quand le nouveau site serait prêt. Et en plus, je serai en Europe le 19 octobre. J'ai été invité par Trésor pour assister à un événement là-bas. Et après, je d'accord. serai à Luganobi, en Ah Suisse. oui, ah si, c'est vrai. Et je serai là avec quelques livres. J'ai déjà quelques personnes Mm. qui sont en France, en Belgique, qui ont demandé le livre. Donc, j'aurai aussi l'opportunité de les donner le livre en main propre Non, mais propre. et Ok. faire Bah, le en tour. tout cas, si tu passes en France, à Oui, je côté de serai en Paris, France. bah, Je voilà, serai à Paris. Je serai à Paris tu me fais signe. après le À 27. Paris, après le Oui. 27. Ok, bah, Et écoute, sinon, fais-moi revenons signe. Moi, là-bas. OK. si t'as un exemplaire, bah, je te le prendrai bien parce que, bah, comme ça, je pourrais le donner à ma fille ou bien même à mes neveux. Je le ferai tourner dans la famille. Ça sera OK. chacun à son tour, en fait, le livre, parce OK. que je trouve que c'est vraiment très, très important. Ça serait Euh, un- Et bah écoute, je pourrais en fonction de où tu seras et si tu as le temps, bah on pourra t'inviter à un des meet-up parce qu'on fait OK. des meet-up aussi dans la région où je suis. On en fait bah, à Versailles, on en fait bah, en tout cas dans les Yvelines. Donc ce serait vraiment un plaisir que tu puisses participer à un de ces événements-là Je suis avec partant. des exemplaires du bouquin. Je suis partant. S'il y a un des meet-up, j'aurai le temps parce que je rentre le 5 novembre. Donc, on pourrait, Ah ok, voilà, ça marche. Ok, bon, en tout cas, ce sera avec plaisir pour qu'on puisse organiser ça. Là, on arrive à la fin de l'interview, mais je voulais t'interroger en fait sur une question que je pose à tous mes invités qui, en tout cas, qui sont sur le continent. C'est la question du minage, parce que moi, je trouve que cette activité, elle est importante dans le réseau Bitcoin. C'est vrai que pour les individus, bon, miner du Bitcoin, ça, c'est pas forcément accessible en fait à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est en train de devenir une activité qui intéresse de plus en plus les États. Donc, Mhm. un pays comme le Cameroun, est-ce que tu penses que le Cameroun pourrait un jour miner du Bitcoin, ne serait-ce que juste pour valoriser en fait son électricité, on va dire à court terme. Est-ce que tu penses que et puis même les autres pays francophones, ne nous limitons pas au Cameroun. Est-ce que tu penses que certains pays africains pourraient se mettre au minage du Bitcoin comme l'a fait l'Éthiopie ou comme ce qu'on peut voir au Malawi avec Gridless? Ouais, ouais, pourquoi pas? Je pense que un pays comme Cameroun pourrait potentiellement dans quelques mois, parce que il y a un projet qui est en cours. Oui, ce sont les élections qui freinent un peu, mais il y a un projet de minage qui est en cours parce que on en est, on en a assez d'énergie qui se perd chaque jour.
et qu'on voudrait monétiser cette énergie-là. Et je pense que c'est la même chose comme les gars comme Seb Guspoli c'est qu'il est en train de faire au Congo. Je pense je pense que c'est le seul projet minage à l'Afrique francophone. Oui, en Afrique francophone, oui. Je me suis renseigné un peu. En Afrique francophone, c'est le seul projet. Donc, et le Cameroun, très très bientôt, d'ici 2026, il y aura un projet minage que moi-même, j'ai hâte de voir ça. Et je pense que beaucoup de pays Afrique francophone devaient suivre le même chemin parce que on ne perd rien en le faisant. On a plutôt beaucoup à gagner et ça peut créer maintenant une recherche euh, intérieur qui va permettre à créer un autre type d'économie. Parce que créer, il y aura des gardiens, il y aura des ouvriers, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont travailler. Et lorsque ça grandit, enfin, c'est les familles qui grandissent, c'est le pays qui grandit, c'est les réserves en Bitcoin qui est en train de grandir. Donc, moi, je vois ça comme quelque chose ça ne manque pas de challenges, mais on va suivre les exemples des autres qui ont déjà fait et on va faire ce qu'on a fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment des paroles d'espoir parce que je trouve que faudrait pas qu'on reste en dehors de ça. Surtout que le minage, ça va devenir une industrie très importante. Tous les pays courent après du Bitcoin, donc à un moment donné, miner du Bitcoin, ça va être bah, une industrie hein, qui, bah, tout comme l'intelligence artificielle, où bah faudra pas être absent. Donc, je suis très heureuse d'entendre qu'il y a des choses qui se préparent dans ce sens. En tout cas, merci beaucoup Nzonda. Est-ce que tu as un mot de fin avant qu'on conclue cette super interview? Mon mot de fin, c'est toujours à chaque jeune africain de, de faire son travail comme il se doit. Parce que lorsque tout le monde fait son travail comme il se doit, c'est comme ça que nos familles immédiates vont gagner, la famille extérieure va gagner, la communauté, le pays et le monde entier. Et que ce que je souhaite aussi, c'est de regarder Bitcoin comme une alternative et prendre ça au sérieux parce que c'est là et ça n'est pas nulle part. Donc, le mieux, c'est de s'accaparer et de comprendre pourquoi ça existe et comment je pourrais utiliser pour améliorer ma vie et des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Super. Merci beaucoup Nzonda et à très bientôt. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager mon expérience avec toi et à très bientôt aussi. À très bientôt.